Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité. Au sommaire, les touristes chinois qui désertent nos régions, le défi climatique de Prongin pour rendre ses habitants plus écolos. Et on terminera par un petit tour sur les pistes de la Dôle avant les relâches. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'épidémie de coronavirus, l'une de ses conséquences en Suisse concerne la venue des touristes chinois. Le Nyonnais Yon Ramel travaille pour une société proposant des solutions marketing digital pour les villes suisses qui souhaitent faire venir justement les touristes chinois individuels. Florian Cavalleri. Je m'occupe d'Europass pour la Suisse. Europass est une start-up pan-européenne active dans les solutions digitales pour promouvoir les destinations européennes et en particulier suisses et les attirer ici pour faire du tourisme individuel. Pour vous donner un ordre de grandeur, le tourisme chinois en Suisse, c'est 1,73 million de nuitées par année, donc c'est quand même considérable. Il faut savoir que la Chine, c'est le 4e marché du tourisme entrant en Suisse après l'Allemagne en premier, les États-Unis et l'Angleterre. Donc c'est conséquent. Mon travail n'a pas vraiment changé depuis l'arrivée du coronavirus, si ce n'est que mes interlocuteurs me posent des questions, et c'est bien normal. En revanche, pour mes collègues chinois, j'ai environ une cinquantaine de collègues chinois qui sont basés à Paris. Effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ils ne savent pas forcément comment les choses vont évoluer. Et puis, quand on a une famille qui vit en confinement, forcément, c'est source d'inquiétude. Le coronavirus fait que beaucoup de villes sont sous quarantaine, principalement la ville de Wuhan, qui est extrêmement calme, mais où il y a quand même 20 millions d'habitants. C'est une ville où plus personne ne sort, sauf pour faire de rares courses. Mais effectivement, ça impacte tout le reste de la Chine, avec des milliers de vols annulés. Et donc par effet de bord, des centaines, si ce n'est des milliers de nuitées également annulées dans les hôtels. Alors quantifier l'impact du coronavirus sur l'arrivée de touristes chinois en Suisse, c'est encore trop tôt pour le dire. Ceci dit, Suisse Tourisme fait un monitoring des nuitées en Suisse, donc bien évidemment, a posteriori, on saura précisément quel aura été l'impact de ce coronavirus. Il faudra voir quand est-ce que les mouvements pourront reprendre de manière normalisée. Ceci dit, ce qu'on avait observé à la fin de l'épidémie de SRAS en 2003, c'était une forte reprise des déplacements des touristes chinois, tout simplement sous forme d'un petit peu d'appel d'air après avoir été confinés dans leur pays. Beaucoup de touristes avaient dès lors envie de bouger et donc avaient passablement plus voyagé que pour la même période l'année précédente, en 2002. La municipalité de Prongin demande un crédit de 65 500 francs pour aider les habitants de la commune à faire les bons gestes pour réduire leur empreinte écologique. Jusqu'à 200 ménages pourraient profiter de ce programme. Dominique Alacristin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la municipale en charge de l'environnement à Prongin. Alors dites-nous d'abord, pour autant évidemment que ce programme soit accepté par le Conseil, sur quoi va-t-il s'axer ? Alors finalement, il s'agit essentiellement d'un défi ambitieux déjà, premier élément, d'un défi collectif qui vise finalement à accompagner les Pronginois dans une démarche visant à diminuer assez drastiquement leur émissions de CO2, leur bilan carbone. Ça passe par quoi ? Ça passe d'abord justement par une analyse de la situation personnelle ? Tout à fait. Pour relever déjà les 3 éléments importants, ambitieux, pourquoi ? Parce qu'on vise quand même à avoir un résultat, donc à diminuer les émissions de CO2 qui sont estimées en moyenne quand même par habitant à Prongin au-dessus de la moyenne fédérale, donc environ 20 tonnes peut-être, et à les diminuer assez drastiquement. On espère arriver à diminuer de 1 voire 5 tonnes par ménage ou par habitant qui participerait. Ambitieux et au-delà de ça collectif, parce que quelque part on va se fonder sur une volonté collective, sur les liens sociaux, sur les rencontres entre les gens pour qu'ils échangent. Donc ça c'est très important pour nous, on tient beaucoup à cet aspect collectif de ce défi. Et puis 3e élément, accompagné par un animateur expert en bilan carbone qui va aider
aider chaque personne finalement à l'aide d'un bilan individuel et puis ensuite d'un programme individuel à diminuer ses émissions de CO2. Avec des actions concrètes qui seront proposées justement par ce conseiller. Ce qu'il y a de novateur aussi, on va le préciser, c'est qu'en fait les communes sont entourées de spécialistes pour aider justement à cette transition écologique. Là, c'est vraiment le fait qu'on ait des spécialistes, en l'occurrence, qui va venir finalement dans les maisons, on peut dire ça, et qui aura justement ce coaching individuel. Ça, c'est vraiment l'aspect novateur. Tout à fait. C'est un aspect qui est fondé d'ailleurs sur quelque chose qui existe déjà, qui a été fondé en Angleterre, qui s'appelle des conversations carbone. C'est un échange. C'est un échange qui fait que quelque part, eh bien, il y ait une personne qui vous aide à faire en sorte que vous alliez vers une transition qui est inéluctable, qu'on devra tous faire, c'est-à-dire un changement de comportement, un changement de consommation. Et ça va faciliter cette transition de savoir, en fonction de ses propres valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction. Vous avez déjà présenté à une occasion précédemment ce programme aux habitants. Quel a été l'accueil? Vous pensez que vous aurez facilement ces 200 ménages qui vont s'inscrire? Alors on est assez positif parce qu'il y a une véritable demande parmi les Pranginois pour aller dans un sens. Il y en a énormément qui ont une volonté d'aller même plus vite que les objectifs de la Confédération, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. J'ai beaucoup échangé avec des Pranginois qui estiment qu'il faudra aller plus vite, qu'il faudrait prendre des mesures drastiques pour arriver à la neutralité carbone en 2030. C'est pas ce qu'on vise. Nous, on se calque sur, finalement, au sein de notre démarche pranginoise, sur les objectifs de la Confédération, qui ont déjà été revus d'ailleurs depuis les accords de Paris sur le climat, mais qui visent à la neutralité carbone pour 2050. Alors on l'a dit, la décision doit être validée par le conseil communal. Vous êtes plutôt optimiste parce qu'il faut préciser que le programme a déjà été redimensionné, donc a priori, ça va dans le sens qui a été demandé par le conseil. Oui, alors nous avons la chance à Prangin, en tant que municipalité, d'être très souvent accompagnés, je dois dire, on a toujours été accompagnés par nos autorités, notre organe délibérant, ce qui veut dire d'aller dans la direction d'actions en faveur du climat, d'actions qui permettent finalement de mettre d'avoir des plans concrets pour changer les choses. Et les autorités communales nous ont toujours suivis dans cette direction, ce qui veut dire qu'on avance ensemble dans une même direction. Donc j'ai bon espoir que ce préavis soit accepté par les conseillers communaux pranginois. Alors bien sûr, Dominique Lacristin, toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Cet argent, on va le trouver, on va le chercher où? Alors nous avons la chance à Prangin d'avoir mis sur pied à nouveau, avec l'acceptation des autorités du conseil communal, de mettre sur pied un fonds communal qui génère environ 200 000 francs par année pour des actions citoyennes et puis des actions qui sont propres aux citoyens pranginois. Donc c'est un fonds qui existe déjà et finalement oui, on va puiser là-dedans exactement. Ce montant. Ouais. On a un petit... en général, ces moyens sont mis à la disposition des citoyens pour des subventions en faveur de mobilité, habitat, etc. Mais là, il y a un petit reliquat et on demande au conseil communal d'accepter qu'on l'utilise pour cette mesure qui vise évidemment les citoyens pranginois. Le défi climatique à l'échelle d'une commune, donc à travers ces 200 ménages, ça passe par des décisions et des actions individuelles, on l'a bien compris. Dominique Lacristin, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pour, à votre niveau, à celui de votre ménage, diminuer votre empreinte carbone? Alors, bon, on a déjà par exemple, en termes de mobilité, ce qui est important, lorsque notre véhicule est arrivé en bout de course, plutôt que d'en racheter un, on a décidé de ne plus avoir un deuxième véhicule au niveau de mon mari. Alors ça demande parfois des adaptations. Il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser, il faut faire du car sharing, etc. Mais ça oblige aussi à prendre plus souvent le vélo. Mon mari va tous les jours en vélo au travail, et puis moi aussi. Mais bien sûr, on emploie la voiture quand on doit l'employer pour aller à des rendez-vous, etc. Puis quand c'est un peu un technique, etc. Et ça, c'est une des mesures qu'on a prises. D'autres, c'est en fonction de nos voyages en avion. Là, on peut faire aussi un impact assez important et différents éléments comme ça que tout un chacun peut prendre. Il y a les premières mesures, elles sont toujours les plus faciles à prendre. Ce qui est plus difficile, c'est quand on commence à changer de comportement de manière plus
plus incisives et plus, voilà, qui sont plus difficiles. Là. Il faut que ça tienne évidemment sur la durée, une initiative qu'on suivra de près, évidemment. Le lancement, ce sera dès ce printemps. On profite de votre présence, Dominique Lacristin. On va vous demander de changer de casquette. Vous êtes également député au Grand Conseil. Pour évoquer brièvement cette fronde des communes qui demandent à l'État une reprise totale de la facture sociale. On en parlait, c'était la semaine dernière, ici, avec vos collègues syndics de Cran-Près-Séligny et de Rolle. On rappelle qu'il y a 114 communes qui étaient réunies à Rolle il y a 2 semaines. Vous avez déposé une interpellation au Grand Conseil à ce sujet. Que demande cette interpellation ? Elle demande un tout petit peu plus de compréhension sur les buts et les objectifs visés par le Conseil d'État. Comme vous le savez, ça a été dit la semaine passée, il y a des négociations en ce moment entre les associations de communes qui représentent la volonté des communes vaudoises et puis le Conseil d'État. Et dans le cadre de ces négociations, eh bien, il y a des options qui ont été choisies par le Conseil d'État au départ de ces négociations et les questions posent sur ceci. Sachant que les personnes qui finalement vont dans le sens de ce mouvement qui a été initié par les communes de Rolle et de Cran souhaitent que finalement l'ensemble de la facture sociale soit reprise par le canton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que le financement de la politique sociale cantonale devrait provenir des impôts cantonaux. Donc, ce qui signifie, pardonnez-moi, une hausse de l'impôt cantonal, une baisse de l'impôt communal ? Absolument, c'est une bascule, tout bêtement. Mais ça permet beaucoup plus de clarification au niveau des décisions, parce que le cercle des personnes qui prennent les décisions au niveau des dépenses sociales, de la politique sociale cantonale, ce seraient les mêmes personnes que le cercle des personnes qui financent finalement les politiques cantonales, à savoir les contribuables cantonaux, vaudois au travers des impôts cantonaux. Et ce cercle, en principe, devrait correspondre également aux personnes qui bénéficient de ces prestations, et les prestations sociales s'adressent, et c'est une bonne chose, à l'ensemble de la population vaudoise. C'est ce qu'on appelle en fait, en gros, le principe d'équivalence fiscale. Merci beaucoup Dominique Lacristin pour votre présence. À bientôt. Merci. En bref, vous annoncez plusieurs nominations dans la région, à commencer par la ville de Nyon. 2 nominations. La municipalité de Nyon a engagé Lionel Torrance au poste de délégué à l'économie. Sa priorité sera notamment de participer à l'élaboration d'un nouveau modèle pour assurer un avenir à l'association des commerçants. Ensuite, le poste de délégué à l'énergie et au développement durable revient quant à lui à Thomas Deboeuf, qui lui remplace ainsi Gaël Quin. Et enfin, le district a son nouveau préfet. Il s'agit de l'ancien municipal de Gland, Olivier Fargeon, qui succède à Jean-Pierre Deria. Il prendra ses fonctions dès le 1er juillet, fonctions qu'il partagera avec la préfète Chantal Turin. Le groupe scout des Trois-Jetés a participé récemment à l'action nationale 72 heures. Dans le cadre de ce projet bénévole, les jeunes scouts nyonnais ont concocté un escape game ainsi qu'un buffet dans leurs locaux pour le plus grand plaisir des participants. Florian Cavalleri et Joël Brunner sont allés à leur rencontre. Alors c'est la plus grande action de bénévolat de Suisse, c'est pour les groupes de jeunesse. Et donc nous, on est les scouts de Nyon. On a décidé de participer. Et le projet principal, c'était de faire un escape game dans le local, donc il était ici même. Et en parallèle, on a fait un buffet pour les gens qui venaient faire l'escape game. Donc on est allé devant les grands magasins, récupérer de la nourriture. Enfin, c'est les gens qui nous donnaient en sortant. Et puis on a aussi décoré tout le local. Et donc c'est Alec qui était en charge de ça. On a fait des décorations absolument partout. Il y avait des photos, il y avait une réception. C'était vraiment... il y avait tout. Voilà, parce que pour qu'on comprenne bien, les scouts de Nyon se sont inclus dans cette opération 72 heures, ce qui vous a permis à chacun d'avoir un projet à défendre. Vous avez parlé d'aller rechercher de la nourriture. Il y avait aussi cette opération d'escape game. Et justement, eh bien, c'était quoi le concept de cet escape game pour les scouts de Nyon ? Alors, on voulait sensibiliser les participants à comment serait le monde si on n'agit pas maintenant, en fait. Et du coup, on était situé dans un bunker dans l'année 2135, donc dans le futur. Et il n'y avait plus d'humains sur Terre, à part ces participants qui étaient congelés. Et le système était défaillant, du coup, ils étaient décongelés. Et puis, le niveau d'oxygène commençait à baisser. Et du coup, ils avaient 60 minutes pour réparer cet ordinateur pour pouvoir respirer et donc pas mourir.
Ouais, c'était une vision un petit peu apocalyptique de l'avenir. Mais j'imagine qu'au-delà de ça, il y avait les valeurs du scoutisme qui devaient transparaître dans cette opération. Comment les valeurs des scouts se sont exprimées à travers cet escape game? Bah, à travers toute l'entraide qu'on a eue avec les enfants pendant toute la journée, on est resté là depuis jeudi soir jusqu'à dimanche. Et on avait plein de choses. On devait, avec les enfants, créer de tout de A à Z. On devait, c'est là où on a pu exprimer notre créativité. Puis après aussi notre leadership à travers nos différents petits workshops, on peut dire. Et puis bien sûr, le thème la nature qui était présent. On a aussi pu faire une veillée ici en bas avec un feu, des chants le samedi soir. Et au-delà de ça, c'est aussi s'amuser, passer un bon temps ensemble. Et puis, ouais, je pense que c'est bien comme ça. Voilà, s'amuser, passer du bon temps ensemble, c'est un peu l'objectif quand on rejoint les scouts. Vous êtes un groupe assez dynamique, plus d'une centaine de membres. Qu'est-ce que justement on vient trouver quand on décide de devenir scout? Beaucoup d'aventures, beaucoup de souvenirs, ça on peut le dire. Avec tous les camps, toutes les activités qu'on fait, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve les samedis, les week-ends, les vacances pour faire des activités qu'on ne fait pas ailleurs. C'est vraiment des activités hors du commun qu'on retrouve qu'aux scouts en fait. Enfin, c'est propre à chaque groupe, on a tous nos propres petites activités, nos propres traditions, mais on ne va pas faire le même type d'activité, mais avoir le même type d'ambiance et puis de vie que dans un club de golf ou bien dans d'autres sports, parce qu'on n'est pas axé sur un sport, mais plutôt sur une sorte de style de vie. Et puis voilà, s'amuser. Vous, Fiona, par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le mouvement des scouts, le scoutisme? Je trouve que ça me permet vraiment de dépasser mes propres limites. Par exemple, des fois, on va faire des marches et puis moi, je ne suis pas vraiment randonnée, mais ça me permet de vraiment me pousser jusqu'au bout et après, je suis fière de moi. Et je trouve que ça nous permet aussi d'explorer un peu nos idées. Ça nous permet de mettre tout en place. Nous, par exemple, on discute souvent sur nos idées de projets qu'on aimerait faire. Et puis les scouts, ça nous permet vraiment de les réaliser parce qu'on a des participants. Et puis on a un budget. Et puis vraiment, on peut tout réaliser. Il faut y aller, il faut sortir les pouces de derrière, comme on dit. Et puis c'est ça un petit peu l'attrait aussi des scouts. Mais justement, quand on veut rejoindre votre mouvement, comment on fait? Il faut aller sur votre site internet, il faut venir directement à votre local. Expliquez-nous. Directement aller sur le site internet, on regarde quelle branche on est par rapport à notre âge. Et puis dessus, il y a tous les contacts, le formulaire d'inscription. Et sinon, on peut aussi regarder d'autres photos sur le site internet et sur le compte Instagram des Scouts de Nyon. Et puis sinon, discuter avec nous si on nous croise. Pas hésiter à venir nous voir quand on fait des activités en ville ou bien dehors. Puis essayer. Voilà, il faut essayer. Puis justement, alors, prochaine date, prochain highlight des Scouts de Nyon, quel sera-t-il? Alors, le 14 mars, on a la journée pour le scoutisme. Et le 28 mars, on a la journée scout pour le climat. Et puis là, du coup, on sera en ville et puis on sera bien visible. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir nous parler et puis voir ce qu'on fait comme activité, ce qu'on présente. Et voilà. C'était vraiment positif comme expérience. Ça nous a vraiment motivés à faire encore plus de choses. Les vacances approchent et l'équipe de NRTV en a profité pour faire un petit tour sur les pistes de la Dôle. La station nous dresse un premier bilan avant le pic d'affluence attendu durant les relâches. Florian Cavalleri, non, pardonnez-moi, c'est Joël Brunner et Greg Barnil qui sont allés au bord des pistes. Le bilan il est plutôt bon. C'est vrai qu'on a eu la première semaine des vacances de Noël qui a été compliquée parce que l'enneigement n'était pas là. Mais tout de suite derrière, on a eu des conditions de ski, même si l'enneigement n'a jamais été très opportun. On a eu des conditions de ski qui ont été vraiment très bonnes par la suite. Et puis grâce au travail des techniciens, effectivement, les clients ont vraiment été très satisfaits en fait, de l'offre qu'on a pu leur proposer. Donc un bilan qui est vraiment plutôt positif à l'aube des vacances de février, qui pour nous est un gros challenge puisque les 4 semaines à venir seront vraiment très importantes pour le bilan de la saison, bien sûr. Un bilan pour l'instant positif, notamment grâce aussi aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont eu une légère influence sur ce qui se passait sur la station des Rousses. Il y a eu effectivement les épreuves de saut à ski et de ski de fond ainsi que de combiné nordique juste à côté sur la station des Tuffes. Oui, il y a de biathlon également. Effectivement, nous, ça a été, les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça a vraiment été un succès fou, quoi, je dirais. On a 10 000 scolaires qui sont venus sur le site. Alors même si en termes d'activité,
lié proprement au ski, ça ne nous a pas forcément apporté une plus-value. Par contre, en termes de notoriété, en termes de connaissances et en termes d'animation, ça a été vraiment 15 jours qui ont été extraordinaires sur la station. Vous me l'avez dit, la suite de la saison, c'est le plus important. Ça représente le plus grand chiffre d'affaires, 4 semaines de vacances et ça se profile plutôt bien. Ça se profile plutôt bien. On a eu, comme vous pouvez le voir, c'est bien blanc autour de nous. Donc on a eu une chute de neige qui est arrivée ici au bon moment là. Et puis effectivement, ils annoncent également quelques nuits froides qui vont nous permettre d'entretenir ce manteau neigeux et de pouvoir peaufiner un petit peu nos pistes. Donc les conditions sont de toute façon excellentes pour les vacances. Donc je vous invite à tous venir découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, ce beau massif qui sera relié entre la Dole et les Jouvencelles. Sur le plan financier, c'est une station qui était déficitaire. Là, c'est en train de changer gentiment, vous me disiez. C'était une station qui était déficitaire. En fait, le massif de la Dole, c'était un massif qui est déficitaire, effectivement. Et grâce aux travaux de liaison qui vont se profiler en fait, et qui seront réalisés dès la saison prochaine, effectivement, c'est ces travaux-là qui font qu'on va pouvoir équilibrer l'ensemble en fait, et du massif de la Dole et du côté français. Et on aura du coup une offre qui sera meilleure pour nos clients et qui sera moins chère. Voilà, donc les clients auront plus de ski à réaliser pour une offre qui sera moins chère qu'actuellement. Donc ça en vaudra la peine. Racontez-nous un petit peu ce nouveau visage. Qu'est-ce qui sera possible justement grâce à cette nouvelle liaison par télésiège? À l'endroit où nous sommes situés ici, c'est à peu près l'endroit où sera la gare du départ du futur télésiège, en fait, qui relie le pied de la Dole au sommet du massif des Tuffes. Et parallèlement à ça, il va se faire également sur le massif de la Dole où nous sommes. Il y aura donc un nouveau parking pour accueillir les clients et un bâtiment d'accueil, mais qui ne sera pas terminé la saison prochaine, mais qui sera en cours de construction avec tous les services nécessaires à l'accueil des personnes. Et sur le côté français, on remplace un télésiège par un 6 places débrayable qui sera beaucoup plus confortable et également des travaux de pistes qui vont faire pour élargir un petit peu les pistes et à pouvoir accueillir plus de clientèle dans un espace qui sera, je dirais, du coup agrandi. Donc, plus de fluidité pour tous nos clients, un espace qui sera beaucoup plus grand et puis des tarifs qui seront moins chers. Donc tout à gagner en fait. Et puis le seul bémol qu'on peut peut-être souligner, c'est pas de piste de ski supplémentaire, c'est un regret? Oui, c'est un petit peu un regret. C'était un petit peu dans la compensation qu'on a dû faire écologiquement. Donc effectivement, il y avait des pistes supplémentaires qui étaient prévues. On peut agrandir une partie de nos pistes, pour autant les nouvelles pistes ne pourront pas se faire. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais l'essentiel du projet est quand même sauvegardé grâce à ces remontées qui vont pouvoir se réaliser en tout cas. Une nouvelle station donc dès l'année prochaine. Mais avant ça, on va se concentrer sur ces vacances de février, très importantes. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci à vous. C'est une première mondiale. Un festival de musique va marier musique et e-sport. Et ce festival, c'est le Caribana Festival. Lors de son dernier jour, 2 tournois du jeu vidéo Super Smash Bros Ultimate seront organisés. Le premier jour verra s'opposer les meilleurs professionnels internationaux et le second jour sera réservé aux amateurs. Joël Brunner, Florian Cavalleri. Et nous sommes dans les locaux du Caribana qui travaille pour la 30e édition de son festival avec une nouveauté, Ivan. La nouveauté, c'est le e-Caribana qui a lieu le dimanche. Alors raconte-nous un petit peu comment est venue cette idée. C'est une idée un peu bizarre qui est née d'une initiative du Caribana à la base, qui a contacté la Swiss Esport Federation. Et eux se sont référés à moi du coup pour y inclure du Smash Bros, comme je suis un expert dans le milieu de Smash Bros particulièrement. Et à partir de là, on a vu ce qu'on pouvait faire. On s'est rendu compte qu'avec les moyens de l'industrie de la musique et les nouveautés de l'e-sport à travers le monde, il y avait vraiment moyen de faire des trucs cool. Et ça a donné le projet qui est né cette année. C'est un projet qui est une première mondiale. En quoi est-ce que c'est une première mondiale qui se déroulera au Caribana le 21 juin, le dimanche? Alors c'est un mix qui est une première mondiale en fait. C'est vraiment la formule qui n'a jamais été vue. On a beaucoup de très gros tournois Smash Bros à travers le monde. On a des très gros festivals. Mélanger les deux, faire un open air, une journée où l'objectif c'est vraiment de faire du show plutôt que de se concentrer uniquement sur la compétition ou sur le côté entertainment, c'est une première justement. Et j'ai l'impression que, en tout cas vu la réponse de l'audience jusqu'à maintenant, beaucoup de monde est très enthousiasmé par le projet. On espère que ça se passera très bien. Oui, ça se passera le dernier jour du festival. Il y aura toujours, comme d'habitude, 4 jours de musique avant. Revenons sur cette journée du dimanche, le Super Smash Bros Ultimate. C'est le nom du jeu. Qu'est-ce que c'est exactement comme jeu, toi qui le connais si bien? C'est un jeu de combat, c'est un jeu phare de la société Nintendo.
que vous connaissez probablement, qui est une société qui cherche à viser les familles et les enfants principalement. Et ils ont fait un jeu de combat où toutes les créatures de cet univers-là en fait se tapent dessus. Donc on a Mario contre Pikachu par exemple. Et ce jeu de combat est très familial mais aussi très poussé d'un côté e-sportif, comme il y a tellement de fans à travers le monde autour de ce jeu. Vraiment, on a un jeu qui a évolué à des niveaux assez hallucinants et qui a donné un côté e-sportif très intéressant. Donc c'est ça qu'on aura le plaisir de voir ce dimanche-là. C'est les meilleurs joueurs au monde, dont MKLeo, le numéro 1 mondial, qui va se friter contre les meilleurs joueurs européens qui auront aussi enfin la chance de s'affronter sur une belle scène contre ces meilleurs joueurs-là. Comment vont se dérouler les tournois? Il y a un tournoi professionnel et un tournoi amateur? Alors c'est ça, on aura un tournoi professionnel avec 32 participants qui sont choisis à l'avance en fait, qui sont les meilleurs joueurs au monde, qui vont pouvoir se frotter aux meilleurs européens. En fait, c'est une des premières fois aussi on a un clash de ce type-là. Et il y a une possibilité de se qualifier pour ce tournoi-là. On va faire un qualifier de 264 participants où 8 spots, en fait les 8 premiers vont s'ajouter à ces 32. Et à côté de ça, si vous n'avez pas réussi à battre les meilleurs européens, malheureusement, vous serez plusieurs j'imagine, il y a toujours la possibilité de participer au tournoi amateur à côté, à 128 participants pendant le festival. L'inscription est le 13 février, avec une majoration du coût du festival de 15 francs. Et beaucoup de gens sont déjà sur l'affaire. Si vous êtes intéressé, je vous propose de sauter sur les billets le plus vite possible. Et en plus de cela, en ce jour du dimanche, on pourra aussi assister à d'autres activités, toutes liées au e-sport. Hein. C'est une journée un petit peu dédiée à ça. Oui, c'est ça. On va essayer de faire un maximum autour du e-sport et de le mélanger au mieux en fait avec l'univers de la musique. Donc on aura du rétro gaming, des jeux musicaux, dont par exemple un Just Dance géant sur la scène du lac, quelque chose dont les gamers raffolent en fait. On aime tous se déhancher entre potes. Et tout ça mélangé en même temps avec des experts de la scène aussi qui pourront venir vous parler. L'idée de l'univers famille, c'est de pouvoir proposer aussi aux parents de découvrir l'univers des jeux vidéo que les enfants tiennent tant. Et du coup, on aura des experts qui vont pouvoir parler par exemple des problèmes de santé, comment conseiller les familles, tout ça. Et on rajoute à tout ça une silent party avec au même temps, ce qui nous permet de passer un excellent moment en musique tout en jouant aux jeux vidéo et en découvrant cet univers. Sans oublier un concert encore de Lost Frequencies. Les billets sont actuellement à 25 francs. C'est pour encourager peut-être les gens à venir tester cette nouveauté? C'est un peu ça, oui. La très grande force de l'e-sport pour moi, c'est l'accessibilité. De la même façon que la très grosse force de jeu Super Smash Bros, c'est l'accessibilité rien que d'un point de vue d'un spectateur. On peut comprendre ce qui se passe à l'écran très facilement par rapport à d'autres choses moins accessibles. Donc voilà, c'est ça la proposition. Les prix vont augmenter petit à petit, mais on veut commencer avec un prix de base qui est accessible et pour encourager du coup la clientèle de se laisser tenter à ce nouveau projet, cette nouvelle journée. Alors ce 30e Caribana Festival et cette e-Caribana promet. Merci beaucoup Ivan. Avec plaisir, merci à vous. Genelier accueille son traditionnel carnaval. Ce sera ce samedi 8 février, une nouvelle édition qui a pour thème, et bien sûr en lien d'ailleurs aussi un peu avec le sujet d'avant, les super-héros. On accueille pour en parler la présidente du comité d'organisation du carnaval de Genelier, Myriam Dutruy. Bonjour. Bonjour. Alors, un joli chapeau fétiche pour la présidente. Ouais, c'est mon chapeau fétiche, j'avoue. Je l'aime bien. En plus, je suis grande, il se voit de loin quand on me cherche pendant la manifestation. C'est parfait, ouais. Nickel. Un mot sur le programme, du coup. Alors, un joli programme qui a lieu tout au long de la journée, qui commence à 10h samedi. Exactement. On commence avec des ateliers pour enfants à 10h le matin, qui auront lieu jusqu'à midi. On a plusieurs activités à leur proposer. Donc, il y a des bricolages, il y a un stand de maquillage et puis de tatouage. Pas du vrai tatouage, hein, je vous rassure. On rassure les parents, effectivement. On a aussi Gym Moustique de Etoile qui se déplace, qui va construire un petit parcours de gymnastique. On a le centre de la Côte de Magie qui viendra faire aussi un atelier de magie pour les enfants qui veulent apprendre un petit peu 2-3 choses. Et on a la bibliothèque Matulu de Genelier qui sera là pour lire des contes et raconter des histoires. Alors ça, c'est la matinée. Et puis alors, évidemment, en début d'après-midi, le cortège. Le cortège qui a lieu à partir de 14h30 jusqu'à 15h30. Du coup, j'en profite pour prévenir les automobilistes que l'entier du village de Genelier sera fermé pendant cette période. Donc de 14h30 à 15h30, on ne pourra pas traverser le village de Genelier. Il y a un super cortège avec des chars, avec des jardins d'enfants, il y a plein de choses. Les enfants sont vraiment appliqués à décorer leurs chars et ont souvent beaucoup de plaisir aussi. Et on le voit d'ailleurs dans les images, ça se terminera par
Le bonhomme d'hiver, bien sûr. Qu'on va brûler. Qui sera sur le thème des super-héros cette année aussi. Donc, venez découvrir quelle tête il aura. Ça sera un super héros. Vous verrez. Et puis, bien sûr, le tout au rythme des Google Music. Alors, évidemment, ça va de soi, on ne l'a pas précisé, mais c'était effectivement c'est un incontournable. Et puis, on termine aussi par 2 spectacles durant la journée. On a aussi, alors avant le cortège, on a le spectacle de Gym Moustique qui se déroule de 13h à 13h30. Où il faut venir voir, c'est des enfants qui vont nous faire une belle démonstration de gymnastique, ça vaut la peine. Et puis après, on a à 16h le spectacle du bac à sable, qui est le jardin d'enfants de Genelier, où là, les tout petits vont faire une petite représentation de 15 minutes. Et on enchaîne avec le spectacle de magie du Centre de magie de la Côte. Voilà, un programme haut en couleur, vous l'aurez compris, pour ce carnaval de Genelier qui a lieu donc ce samedi. Un mot, peut-être une annonce à faire, 2 en l'occurrence. Myriam, la première, c'est recherche de pâtisserie pour le carnaval. Bien sûr, pour faire tourner le carnaval, on a toujours besoin d'aide. On recherche justement des gens qui ont la générosité de nous apporter des pâtisseries qu'on pourra vendre sur le stand pâtisserie, ce qui nous permettra de soutenir financièrement le carnaval. Pourquoi pas faire justement un atelier pâtisserie à la maison avant le carnaval? Voilà, vous pourrez sans autre, car le carnaval est ouvert à tout le monde. Vraiment, tout le monde peut y participer. Vous pouvez venir avec vos enfants participer au cortège sans souci. Et puis la deuxième annonce, on n'est que 4 mamans à organiser ce carnaval. Donc on recherche des membres activement qui seraient motivés à s'investir un petit peu pour nous aider à perdurer cette manifestation. Alors évidemment samedi, c'est un peu court pour samedi, mais on parle de l'année prochaine évidemment, 27e édition donc ce samedi. Merci beaucoup Myriam, tout de bon, en plus la météo s'annonce magnifique pour samedi, ça se présente très bien. Merci bon beaucoup. Carnaval. À noter aussi le carnaval de Chavannes-de-Baugy, ça ce sera le samedi 21 mars. Avant de nous quitter, un mot sur la fanfare municipale de Nyon. La fanfare municipale de Nyon qui se produit ce week-end au théâtre de Maran sous la direction d'Albin de Miéville et avec la participation des fifres et tambours de Nyon. Les concerts se tiendront ce samedi 8 février, ce sera à 20h15 et ce dimanche 9 février à 17h cette fois-ci. L'entrée est libre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite tout de bon. Profitez bien des rayons de soleil de ce week-end. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur NRTV. Ciao.